Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Aurélia, illustratrice et directrice artistique. Au cours de notre échange, Aurélia nous a raconté son parcours et a partagé l'univers de l'illustration et comment aujourd'hui elle vit de sa passion. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, de partager votre expérience et par la même occasion de me faire découvrir un nouvel univers. Pour commencer, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et expliquer votre parcours jusqu'ici ? Oui, alors je m'appelle Aurélia Verne, j'ai 35 ans. Je suis déjà maman de 2 enfants, une fille de 8 ans et un petit garçon de 5 ans, et je suis illustratrice et je suis aussi graphiste dans l'animation 3D. J'ai fait une école de 3D qui s'appelle Supinfocom pour être à la base réalisatrice 3D. J'ai fait cette école-là parce que j'aimais un petit peu tout ce qui touchait le milieu artistique, mais j'avais pas encore vraiment d'idée sur vraiment le domaine dans lequel j'allais m'orienter plus précisément, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Cette école-là, elle avait de bons retours, elle me permettait de toucher à plein de petites choses qui me plaisaient. Les différentes étapes pour la création d'un film. Et elle avait aussi une bonne réputation, ce qui a rassuré pas mal mes parents. Donc il y avait des débouchés. Je suis sortie de cette école-là donc en tant que réalisatrice 3D. J'ai ensuite travaillé dans la publicité comme réalisatrice 3D, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une phase dans ce travail qui me plaisait davantage, c'était la pré-production, c'est-à-dire tout ce qui touchait particulièrement à la recherche graphique, l'univers des personnages. C'est comme ça que j'ai basculé de plus en plus dans le dessin, pour ensuite après carrément faire de l'illustration. Donc je suis venue un peu illustratrice sur le tard, on va dire, parce que c'est pas directement en sortant de l'école. Et j'avais un peu tout à faire dans ce milieu. C'est pas les mêmes codes que ceux de l'animation, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas les mêmes gens. Et voilà, maintenant, j'ai trouvé mon équilibre entre les deux milieux, l'animation et l'illustration. Voilà. Est-ce que ça a été pour vous une vocation de travailler dans ce milieu artistique ? Est-ce que depuis petite, c'était un vrai choix pour vous de carrière ? Alors, pendant longtemps, j'avais mis ça un peu de côté, comme si c'était un peu un hobby, je pense. Parce que j'ai des parents qui sont artistes dans l'âme, mais pas en vrai, quoi. Enfin, pour moi, je m'étais dit, non, je pourrais pas en faire mon travail, en fait. Je voulais être vétérinaire, qui n'a rien à voir. Et c'est après, j'ai rencontré au lycée, en option art plastique, une prof qui a été pour moi vraiment super. Elle m'a montré que ça pouvait être un travail, en fait, et que je me trompais de voie. Et là, je l'ai écoutée, ça m'a fait vraiment du bien, elle m'a fait beaucoup avancer, cette dame-là. Et je suis partie là-dedans. Après, effectivement, quand j'ai réfléchi, oui, j'ai toujours dessiné, c'était d'ailleurs un peu une sorte d'échappatoire. J'ai vécu comme une fille unique, parce que ma sœur a 12 ans de plus que moi. Donc je jouais toute seule, très souvent. Du coup, je dessinais, et ça a été... je dessinais, ouais, souvent, j'avais un sentiment de satisfaction à pouvoir arriver à faire ce que je voulais, ça me faisait du bien, en fait. C'était peut-être une sorte de petit challenge. Quand vous avez fait ce choix justement de vous orienter dans le milieu artistique, vous avez donc choisi cette école 3D. Pourquoi vous vous avez orienté en premier vers la partie 3D ? Je savais, après cette rencontre avec cette prof-là, que je voulais faire quelque chose dans le milieu artistique. Mais j'hésitais entre la photo, j'étais un peu perdue. Mais la photo, pour moi, c'était pas de débouché. Alors mes parents, c'était pas trop possible pour eux non plus. Enfin, ça faisait un peu peur. La fille de ce professeur était justement dans cette école-là, qui s'appelle Supinfocom, donc c'est une école de 3D. Elle m'en parlait souvent, et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait. C'est de l'animation, du film d'animation, du dessin animé, c'est ce que j'aimais. On peut faire du dessin, enfin, il y a vraiment plein de choses, il y avait plein de domaines que j'avais envie de tester et qui m'ont plu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ouais, je me cherchais encore, et ça m'a vraiment paru idéal, en fait. Il y avait pas mal de débouchés dans la 3D, il y en a quand même encore, c'est un métier quand même qui était d'avenir, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai choisi cette école-là, moi. Après, il y a d'autres écoles spécialisées dans l'illustration,
que j'aurais pu choisir, mais à la base, c'est pas vraiment. J'avais pas encore assez ciblé ce que je voulais. Les autres écoles, il y a les Gobelins qui est très connu Ouais. dans la 2D, il y a Émile Coll, il y a Méliès, Georges Méliès. Ça, c'est des très bonnes écoles d'illustration. Et pour la 3D, la mienne aussi, c'est pas fou comme. Moi, ma formation, ça s'est passé sur 4 ans à l'époque, maintenant c'est passé en 5, où c'est 2 ans de prépa, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on touche un peu à tout, dessin, montage vidéo. En dessin, ça va être surtout par exemple des dessins d'observation, du modèle vivant, de l'anatomie, de l'histoire de l'art aussi on fait. Au début, c'est 2 années où on essaie de toucher un peu à tout. Et je sais que pour les écoles d'illustration, les autres, comme Émile Coll, tout ça, c'est le même schéma. D'ailleurs, ils font encore beaucoup plus de dessins que nous. Et ensuite, après, on se spécialise au fur et des années, en fait. Moi, 2 ans ensuite, donc alors 2 ans de préparation, et ensuite 2 ans de 3D, plus technique, où une année dont j'apprenais vraiment la 3D et donc le logiciel, tout ça. Et la dernière année où je fais mon film d'animation. Donc c'est une année complète où on réalise notre film nous-mêmes, par groupe, donc de 2 ou 3 personnes. Voilà, les écoles d'illustration, souvent ça fonctionne comme ça, les écoles artistiques, de la préparation, beaucoup de dessins au début et ensuite on se spécialise au fur et à mesure. Ça peut être dans l'animation, comme j'ai fait, ça peut être certains vont se spécialiser dans l'illustration et vont rester vraiment dans la 2D illustration, certains dans les jeux vidéo aussi. Quand vous êtes sortie d'école, comment s'est passée justement votre recherche d'emploi? Est-ce que c'est si facile finalement de trouver un 1er emploi dans ce domaine? Moi, ça s'est bien passé. C'est pas «facile» entre guillemets, hein. On a des contacts effectivement, on a des jurys de fin d'année dans les écoles, donc on rencontre des professionnels qui voient notre film. Donc certains, sont intéressés par notre profil. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant. On rencontre du coup des gens comme ça, on va dans les studios comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, une agence de publicité comme ça qui a vu notre travail à moi et mes collègues, on était 3 sur notre film, et qui, a été super intéressée par notre profil et a voulu nous embaucher donc très rapidement en fait, moi et un de mes collègues qui était en France parce que l'autre était en Angleterre, et on est partis comme ça pour 5 ans dans cette agence-là. Après, beaucoup de mes amis sont partis dans des studios d'animation. Agence de pub, c'est très rare en fait, enfin c'est pas. Là, c'est parce qu'ils voulaient monter un secteur un peu particulier qui touche un petit peu à tout. Donc, il y avait des gens qui faisaient de l'internet, des gens qui faisaient de la 3D. Voilà, donc c'était intéressant, mais beaucoup donc, sont partis dans des studios. Euh, et puis, après, quand on sort, ouais, voilà, encore une fois, moi, c'était quand même réalisateur 3D. Si on sort comme illustrateur, en général, on peut travailler aussi dans l'animation, qui recherche beaucoup de borders, des storyboarders. Ça, il y a beaucoup d'illustrateurs qui font ça parce qu'il y a beaucoup de demandes, et aussi après, bah, voilà, comme je fais aussi, pour la presse, ça dépend. Quand on est illustrateur, en fait, ça dépend le style de dessin qu'on a. On va intéresser, par exemple, on peut aussi intéresser une agence de publicité par notre style de dessin, et on peut être plus, presse si on a un autre style, en fait, plus pour les enfants. Enfin, on a plein de possibilités, en fait. C'est Et donc ça fonctionne comment? C'est par le réseau? Vous avez ou il y a des offres d'emploi? Enfin quand on souhaite justement avoir de nouvelles opportunités, comment ça se passe concrètement? c'est beaucoup par le réseau. Il y a des groupes, hein, aussi, quand on n'en a pas encore, il y a des groupes, Facebook, il y a des communautés comme ça. Après, effectivement, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir un ami qui travaille, dans un studio et qui va dire: «Ah ben tiens, là j'ai besoin d'un graphiste, est-ce que tu es dispo? Ah ben tiens, là on a besoin d'un border. Est-ce que tu connais quelqu'un?» Et c'est comme ça que ça avance en fait. C'est surtout par connaissance. En sortant de l'école, comme je vous disais, effectivement, il y a le contact des professionnels, et puis après, voilà, c'est du bouche à oreille et des connaissances, hein, pas mal, hein. D'accord. Et donc vous disiez tout à l'heure dans votre présentation que vous avez votre premier emploi, il a été en tant que réalisatrice 3D dans la publicité.
Quel type de quand on rentre comme ça dans une agence de publicité, on est salarié? On a quoi comme statut? En sortant de l'école, du coup, j'ai été embauchée, j'ai eu un contrat et c'était, un CDI. Ça c'est assez rare, hein, parce que normalement dans notre milieu, c'est plus, des contrats d'intermittence ou alors des CDD ou du freelance. Moi, j'ai eu ce contrat-là parce que j'ai du coup, eu la chance d'avoir l'agence de publicité qui recherchait, des profils comme nous pour faire un 360 donc et ils voulaient vraiment, avoir, en interne plein de postes différents, c'est-à-dire des gens qui travaillent, dans l'illustration, des gens qui travaillent, dans la 3D, des gens qui travaillent, sur internet pour, pouvoir, être autonome sans avoir à travailler avec un studio extérieur. Donc c'était super intéressant au niveau, créatif parce que du coup ça nous permettait de toucher encore un petit peu à tout et ce qui n'est pas trop le cas quand on sort, de notre école normalement. Parce qu'en général, on est un peu vite, spécialisé et après on fait plus que ça, quoi. Parce qu'il y a différentes étapes dans la 3D forcément. Et là, moi, c'est vrai que c'était pas mal parce que du coup, pendant 5 ans, j'ai eu l'opportunité et de travailler sur, des illustrations, de travailler sur des histoires, de mener un projet de A à Z, de faire des petits projets, comme des gros projets. Enfin, c'était assez intéressant franchement comme expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis ensuite après de me dire que je préférais, cette étape, de pré-production, on appelle. C'est-à-dire, tout ce qui est, les recherches d'univers, les recherches de personnages. Je me suis dit: «Bah, voilà, c'est ça que je préfère faire». Et avant justement d'avancer un peu plus sur votre parcours et de parler justement de l'univers de la pré-production, est-ce que vous pouvez juste, m'expliquer en quoi un projet, lorsque vous travaillez en publicité là pendant ces 5 années, quel est un projet type, que vous avez mené? Et juste pour comprendre un peu globalement, quelles sont les étapes et notamment sur lesquelles vous avez travaillé? Alors, bah, nous en tant que enfin, je dis «nous» parce que j'étais avec, mon collègue d'école, pendant ces 5 années-là, donc c'était déjà un plus parce qu'on était en team, on se connaissait. Il nous donnait vraiment, champ libre sur pas mal de choses. Il nous proposait un projet et ça nous arrivait effectivement du coup de devoir le faire de A à Z. Alors, par exemple, un client, avait alors ça peut être, besoin d'un nouveau design. Par exemple, ça a été le cas sur Oasis, qui avait besoin de nouveaux personnages. Donc là, et ben, voilà, on devait rechercher un petit citron et une petite pomme, un nouveau personnage qu'il cherchait, c'était bien. On avait des clients aussi, ouais, comme Orange. Ça, on avait fait par exemple des proactifs, ça s'appelle. C'est-à-dire que on nous dit qu'ils veulent proposer, enfin l'agence de pub souhaite proposer un nouveau, projet, au client qui n'est pas au courant. C'est ça les proactifs. Et pour faire bonne impression et avoir un petit, quelque chose de super à leur montrer. Et voilà, du coup, on travaillait sur des petits projets comme ça qui étaient, super, ouverts parce que là, on cherchait l'histoire, on cherchait tout, ça c'était super. On avait des petits projets en interne aussi, des clients qui ont besoin de petites présentations, donc ça c'était beaucoup de montage, de petites vidéos. Et après, ben, oui, alors on avait vraiment, des pubs à réaliser aussi parfois, donc ça c'était chouette aussi. Ce que j'ai fait aussi même quand j'ai quitté ma boîte, hein, parce que j'ai retravaillé après 2 ans comme réalisateur 3D, après avoir quitté ma boîte. Là donc, oui, c'est réaliser une pub, c'est aussi, chouette, c'est un plus gros projet. On fait pas tout parce que forcément il y a beaucoup de travail et puis, c'est des il y a du temps, enfin du temps à respecter quoi, une timeline, à respecter et du coup, là on passe, par un studio à côté et nous, en tant que réalisateur, on chaperonne le tout. Mais c'est aussi bien aussi d'avoir des petites mains parfois, hein. Mais dans ces cas-là, quand on fait vraiment de la réalisation en passant par un studio à côté, ouais, comme je disais, nous on chaperonne et puis, on décide un peu des designs, on décide de l'univers et et d'autres aussi, nous aident pour les étapes, plus techniques, quoi. Et quand vous recevez une demande d'un client, quel est votre degré
d'autonomie? Est-ce que c'est un cahier des charges qui est très strict ou bien vous avez quand même une marge de manœuvre pour laisser libre à votre créativité? Dans la pub, ça dépend sur quel client on tombe. C'est-à-dire que des fois, on va avoir un client qui a déjà un univers graphique. C'était par exemple le cas de Oasis. Dans ces cas-là, si on est réalisateur 3D ou même si on nous demande un design de personnage, on doit se baser sur ce qui existe déjà, la charte graphique qui existe déjà. Ça, c'est normal, on peut pas leur D'accord. présenter quelque chose qui a rien à voir. Par exemple, s'ils font un personnage qui a des gros yeux et qui est super cartoon, on va pas leur présenter un personnage réaliste. Enfin, ça va pas avec leur demande. Effectivement, faut aller dans leur sens et respecter un cahier des charges, comme vous dites. Après, il y a des pubs, enfin il y a des clients de pubs qui, eux, ont des idées, mais graphiquement, ils savent pas. Et ça, c'est à nous de proposer. Après, ils savent quand même ce qu'ils veulent. Dans le côté, ils savent plus ou moins ce qui est vendeur. Donc, ils disent ah, je veux ça, je préfère ci, je préfère ça. Mais là, on a un peu plus de champ libre, mais derrière, ils retravaillent. C'est-à-dire, ah bah non, je le voyais plus grand, ah bah non, peut-être elle est trop petite, j'aime pas trop. Bon, c'est eux qui vont avoir le dernier mot, hein. C'est les clients, c'est eux qui payent, hein. Après, dans l'illustration, là, quand je travaille pour la presse, qui est pas le même univers, ça, en général, l'éditeur, la maison d'édition, elle vient me chercher parce qu'elle a aimé mon style et que du coup, elle pense que ça va apporter quelque chose à l'histoire de l'auteur. Donc du coup, dans ces cas-là, là, c'est rare qu'ils me fassent des retours particuliers. Ils viennent me chercher pour ce que je fais. Là-dessus, ils vont pas me dire je veux quelque chose de réaliste s'ils savent que je vais faire du cartoon. Mais après, ils ont aussi parfois leur idée en disant bah je veux que le petit personnage, j'aimerais bien qu'il ait des lunettes parce qu'il a un petit côté un télo que j'aimerais voir, ou alors un petit personnage, je sais pas, qui fait des bêtises, qu'il faudra lui faire un petit air malicieux, ou voilà, ils vont avoir des petites demandes comme ça, mais pas sur le style, quoi. Ok, donc finalement, en fonction des clients, déjà, est-ce qu'il existe un univers précédent, vous vous adaptez ou au contraire, vous laissez plus libre à votre imagination en fonction de chaque client? Chaque contexte est différent. Voilà, en fonction du client et en fonction de là où je travaille, effectivement. Parce que pour la presse, pour l'illustration, on vient nous chercher pour notre style, donc là, en général, on nous demande pas autre chose. Et donc après ces 5 années dans la publicité, donc comment ça s'est passé? Vous avez décidé de changer? Votre projet était un peu plus précis? Comme je disais, en fait, c'était bien parce que ces 5 années-là, elles m'ont servi à toucher un peu à tout. Après ces 5 années-là, je me suis un peu ennuyée, le projet de l'Or 360 tombait un petit peu à l'eau. Tout le monde partait au fur et à mesure et je me suis posé des questions, j'ai dit: «Bon, bah, là, on s'ennuie». En même temps, j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma fille, donc bon, pendant ces périodes-là, on réfléchit aussi. Bon, on est un peu partis sur un coup de tête en même temps parce que moi, je me sentais pas, de rester dans cette boîte, toute seule. J'étais arrivée en team et je sais pas pourquoi, je me ressentais pas de rester toute seule. On a fait une rupture conventionnelle à cette époque-là avec mon collègue et on a continué à faire le même métier qu'on faisait dans l'agence, mais en freelance. Donc on s'est mis à notre compte et donc bah, pareil, en fait, on faisait la même chose. On avait notre petit studio à nous, donc là, on continue aussi, enfin, c'est là notamment qu'on a fait, la pub, Oasis. Donc celle-là, on l'a faite en freelance, avec un studio à côté qui faisait toute la partie, technique. Les années ont un peu passé, 2-3 ans. Et moi, je me suis rendu compte, que, encore une fois, hein, que c'était plus le dessin, quoi. Aujourd'hui, vous êtes encore freelance? Bah, je suis devenue freelance comme ça, c'est-à-dire qu'après on s'est séparés avec cette personne-là, enfin, on s'est séparés professionnellement. Il est parti faire autre chose. Moi, j'ai dit: «Qu'est-ce que je fais? Je veux plus faire de la réalisation et je reste en freelance». Je vais toquer aux portes, du milieu de l'illustration, du milieu des éditeurs que je connaissais pas. Ça a été pas facile, mais après on se fait des contacts un peu. Quand on veut travailler dans le milieu de l'illustration, vous êtes en contact avec les maisons d'édition. Vous n'êtes pas directement en contact avec, par exemple, l'auteur de l'histoire, si on prend l'exemple des livres jeunesse. Il y a différentes manières, c'est-à-dire qu'en général, moi, ce que j'ai fait, c'est pour la presse et du coup, c'est l'éditeur qui arrive, qui a, un auteur qui a fait une histoire et il cherche un illustrateur qui corresponde au style de l'histoire. Par exemple, moi, ils trouvent que j'ai une patte un peu humoristique, alors ils aiment bien quand il y a une histoire, qui a un petit ton comme ça, bah, en général, ils pensent à moi, ou
Voilà, donc ça se passe comme ça. Il peut y avoir des histoires, qui sont faites par projet avec un auteur directement et après proposées à un éditeur. Ça peut être, je sais qu'on m'a déjà contacté pour des projets comme ça. Par exemple, quelqu'un qui avait écrit une histoire et qui cherchait un illustrateur et après le présenter à une boîte d'édition. Ça marche aussi dans ce sens-là. Après, malheureusement, le milieu de l'illustration, surtout de la presse, parce que l'illustration en pub, c'est mieux payé, mais l'illustration en presse, c'est très mal payé, malheureusement. Quand c'est un auteur indépendant, qui cherche un illustrateur, en général, il a très, très peu de budget, parce qu'il propose un projet qui n'est pas fait pour l'instant. Donc c'est presque, s'il nous demandait pas de le faire un peu gratuitement pour ensuite le proposer à un éditeur qui va nous «rémunérer» entre guillemets. C'est vrai que c'est un milieu un peu dur, quoi. Enfin, l'illustration, c'est pas facile. En publicité, après, si on a un style qui plaît à la pub, paye mieux, en général. Et vous disiez tout à l'heure que vous continuez aussi à travailler dans le milieu de l'animation. Bah, c'est pour ça, parce que du coup, moi, j'ai été habituée, du coup, quand je suis sortie de l'école, donc j'étais en CDI, donc je suis passée d'un CDI à un freelance. Freelance qui a très bien marché les 2 premières années où je faisais, du coup, de la réalisation, tout ça. Donc on n'est, par exemple, pas payé pendant 2 mois et après on est payé au cachet. Après, on touche 3 mois de salaire d'un coup. Donc comme ça, on a réussi à faire, 2 ans avec mon collègue. Je me suis retrouvée donc freelance en me disant: «Je vais faire du freelance, mais plus d'illustration». Là, je commençais à trouver des clients. Je suis allée pas mal au salon du livre de jeunesse à Montreuil, qui est vraiment l'opportunité. Mais il y a des rencontres avec des professionnels pour les jeunes diplômés qui se font, où on a le droit à 5 rencontres. Et ça, c'est pas mal pour montrer son book et son boulot. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Pourtant, j'avais 30 ans, hein, j'avais pas 22 en sortant de l'école, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis fait des contacts dans l'illustration. Et puis après, je les ai beaucoup mailés, je les ai un peu embêtés. Et donc, je commence à avoir de plus en plus de clients en freelance et tout, mais il faut sans cesse un peu les relancer, parce que des fois, il y a des projets qui ne me correspondent pas. Donc je me suis dit: «Ben, tiens, est-ce que je pourrais pas, faire un peu les 2?» Parce que j'aimais bien aussi avoir des collègues, parce que là, l'illustration, en freelance, on n'a pas de collègues, hein. Enfin, moi, je travaille de chez moi et du coup, ça me manquait aussi un peu, cette stabilité et d'avoir, des gens autour de moi. Donc j'ai recherché un peu du travail dans les studios d'animation à côté pour avoir un mix entre les 2 et me sentir un peu plus épanouie, sur les 2 domaines, quoi. Donc après, les studios d'animation là, je travaille sur des dessins animés et là je fais plus de la réalisation, hein, il y a un réalisateur qui est au-dessus de moi et je fais du layout, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est du comme du storyboard mais en 3D et je retrouve un peu ce que j'aimais bien dans la composition d'images, du dessin et aussi de la réalisation parce que je place des caméras, je place mes personnages et tout et ça j'aime bien. Donc j'essaie de faire en sorte que l'image elle marche bien. Après dans le studio d'animation, là par contre je suis intermittente, ce qui me permet d'avoir un statut aussi plus confortable parce qu'intermittence on cumule des heures et ensuite on touche un complément, une allocation chômage quand on travaille pas. Donc c'est plus confortable pour moi d'avoir ce statut-là, plus le statut de freelance parce que comme ça, j'ai un côté un peu la stabilité et un côté, un peu plus incertain de l'autre. Et comment, si on se met, dans vos baskets pendant une semaine, comment aujourd'hui vous cumulez ces activités? Et puis j'imagine aussi qu'il y a l'activité, enfin, il faut rechercher aussi, des clients, des opportunités. Est-ce que vous avez une semaine type, un peu de travail, enfin en tout cas un emploi du temps, qui revient assez régulièrement? Alors j'ai pas de semaine type dans le sens où, comme je disais, c'est que notre milieu, c'est à la demande. Alors quand je suis sur le studio d'animation, je suis employée par exemple pour 1 an, donc ça je sais que c'est pour 1 an et j'ai des horaires de bureau quoi, on va dire, donc ça OK. Quand j'ai des demandes pour l'illustration, ça tombe un peu n'importe quand, c'est-à-dire que pendant, par exemple, 2 mois, je vais rien avoir et après j'ai 3 personnes qui me demandent. Bah, malheureusement et c'est le problème d'avoir voulu mixer les 2 aussi, c'est que je perds un peu parfois des clients parce que je dois les refuser parce que j'ai le studio, voilà, je peux pas le mettre en pause. Donc des fois, je vais avoir enfin moi, ma situation, hein, va être parfois totalement normale, quand je travaille juste au studio et que j'ai rien à côté
Et à côté de ça, il m'est arrivé d'avoir, des projets à rendre parce que j'avais trop envie d'accepter ce projet-là d'illustration et que le but c'était de mixer les 2 et pas non plus que de faire de l'intermittence en studio, de garder mon travail d'illustrateur, hein. C'était loin de là l'idée de l'abandonner, c'était plutôt de le faire monter crescendo tout en ayant la stabilité. Ce qui est problématique en ce moment, moi, c'est de jongler et de savoir accepter certains projets et en refuser certains, tout en gardant des clients. Ça, c'est un peu dur, donc je passe du enfin, faut que je les mail, quand j'ai un peu de temps libre ou quand je vais être en pause, dans mon studio ou quand je sais que mon contrat va être terminé. Mais rien ne dit qu'ils auront quelque chose à ce moment-là, parce qu'en général, ils cherchent toujours 2-3 mois à l'avance. Donc des fois, je suis débordée et des fois, ça va. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai travaillé, pendant plusieurs semaines d'affilée, jusqu'à 2-3 heures du matin et les week-ends, quoi, pour pouvoir, boucler mon projet d'illustration. Parce que j'ai mon travail à côté la journée. Parce que du coup, ouais, le studio, c'est du plein temps. Le studio, c'est du plein temps, ouais. C'est un contrat comme si c'était un CDD, ouais. Et quel est le plus dur dans votre métier? Alors, je pense que, bah, effectivement, la recherche du client, c'est un peu pénible parce qu'il faut aller sur le front tout le temps et que moi, c'est pas dans mon caractère et qu'on a l'impression d'être un peu pénible parce qu'on mail. On se dit: «Ah tiens, ça fait tant de temps que je l'ai mailé, bah, je vais peut-être le remailer». On sait jamais et puis des fois, on a l'impression d'être pénible, mais en vrai non, parce qu'eux, ils reçoivent tellement de mails qu'ils ont beau avoir adoré le travail qu'on a fait 2 mois avant, après ils oublient, quoi. Et des fois, on va faire un truc entre-temps et puis ils vont revoir et ils vont dire: «Ah oui, j'ai vu ça sur mon bureau que tu as fait sur tel, projet et c'est top, c'est vraiment ce qu'on veut». Mais en fait, s'ils l'avaient pas vu, ils auraient pas repensé parce qu'ils oublient, ils ont enfin, il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs qui débarquent, chaque année sur le marché, quoi. C'est pas une question de qu'ils apprécient notre travail ou pas, c'est qu'ils ont besoin de tomber sur le bon projet au bon moment, que nous on soit dispo au bon moment et qu'ils pensent tout simplement à nous. Donc là, faut être là, ouais, c'est vraiment être là au bon timing en fait. Se vendre aussi, il faut l'apprendre. Je sais que par exemple, moi dans mon école, ils nous ont pas appris, on n'a plus eu de cours là-dessus. On n'a pas eu de cours pour plus business entre guillemets, j'ai envie de dire. Maintenant, ils en font pas mal et je trouve ça bien parce que c'est important mine de rien. Enfin, on fait pas ça pour manger des haricots, quoi. Enfin, on veut tous vivre, hein, donc à un moment, faut savoir se vendre, faut savoir négocier. Ça, c'est pas forcément dans mon tempérament non plus, donc c'est une casquette que j'aime pas trop. Après, on peut avoir un agent. Ça, c'est lui qui s'occupe de tout pour nous. Ça, c'est bien aussi. Il nous représente et du coup, il va nous dire: «Bah, tiens, il y a tel client qui a besoin de ça. Est-ce que tu es dispo? Il aime bien ton travail». Ça, vous l'avez déjà considéré d'en avoir un? J'ai cherché à un moment, mais dans la jeunesse, il y en a, mais il y en a pas trop. Il y en a surtout pour les illustrateurs qui travailleraient plus dans la pub, en fait. Dans la presse, c'est vraiment plus, ouais, enfin, il y en a, hein, mais il y en a moins, il y en a pas trop. Donc après, j'ai un peu renoncé. Ils aimaient bien, mais c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient pour, ils aimaient bien mon style, mais c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient pour leurs clients. Mais enfin, c'est ça encore, hein, c'est selon la demande du client, hein. Parce qu'encore une fois, il y a aussi des phénomènes de mode aussi parfois, donc ça c'est aussi compliqué. Après, ce qui est compliqué aussi, ça c'est plus, point de vue personnel, c'est artistiquement, c'est de parfois se remettre en question, se renouveler, évoluer et puis, on fait pas ce métier, enfin, on se fait ce métier par passion parce qu'encore une fois, on peut vivre, hein, on vit de ça, hein, mais c'est quand même un truc artistique qu'on fait par passion et on a besoin d'avoir un sentiment d'avoir évolué, de revoir les anciens dessins et de se dire: «Ah ouais, là, j'étais satisfaite, mais en fait, maintenant, c'est mieux, ça fait du bien» et ça fait du bien, mais c'est aussi compliqué, quoi, d'évoluer. Et justement pour ce besoin d'évolution, même si parfois c'est ce que je comprends, c'est que c'est pas évident. Est-ce que vous continuez vous à vous former, sur des techniques, parce que maintenant vous êtes passé à l'illustration? Est-ce que ça c'est un besoin? Enfin, est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un, est-ce que c'est important de continuer à être formé? Alors, se former, ouais, moi je regarde quand même pas mal de
d'artistes sur les réseaux. Et c'est pas forcément des formations, mais de voir ce que font les autres et tout, c'est important. Ça, dans justement cette remise en question et de voir ce qu'ont les autres, enfin ça nous fait évoluer, c'est de savoir ce qui se passe, de voir, c'est plus ouais, une sorte de culture quoi, permanente à voir et à regarder. Et dernière question, pour clôturer notre conversation, quel est le projet artistique dont vous êtes la plus fière? Je pense qu'en fait, j'ai pas un projet où je suis plus fière d'un projet parce que ça me touche aussi peut-être particulièrement, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est que c'est très rare qu'on soit fier d'un projet. C'est les autres qui nous disent j'ai adoré ça ou ça c'est cool ce que tu as fait. Mais nous, on a toujours un sentiment d'insatisfaction en fait. On est toujours poussé à aller plus vers l'avant et on trouve qu'on n'est pas allé assez au bout du truc. Donc moi, j'ai quand même une satisfaction quand, je sais pas, j'ai un truc avec les enfants, j'adore ça, je voulais travailler pour les enfants quand même. J'ai une satisfaction à savoir que les enfants vont lire une histoire où j'ai mon illustration, qu'ils vont la regarder, qu'ils vont l'aimer. Ça me fait plaisir et j'en ai une certaine fierté. Sur des illustrations que je vais faire par exemple que pour moi, mais sur lesquelles j'aurai du temps, sur lesquelles je pourrais aller jusqu'au bout de ce que je veux et sur lesquelles après je pourrais regarder et avoir ce sentiment de quand j'étais petite en me disant: «Ah bah là, tu vois, t'as fait ce que tu voulais, t'es allé jusqu'au bout, là c'est bien». Et ça arrive pas souvent en fait. Parce qu'on a souvent des contraintes de temps avec les clients ou des contraintes d'argent qui fait qu'on va plus ou moins vite sur certaines illustrations et des choses personnelles, ça fait du bien des fois, d'aller dans le sens où on veut. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Aurélia d'être revenue sur votre parcours Merci à vous. et d'avoir justement un petit peu, éclairé ce milieu, de l'illustration, mais aussi, de l'univers 3D. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous retrouverez les illustrations d'Aurélia et son travail sur son compte Instagram et aussi sur son site internet. Toutes les informations sont sur le site du podcast, l'élan.lepodcast.fr. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau partage et que vous avez découvert un nouvel univers. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à noter, à partager et à commenter. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast.